Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bon Plan. Ça y est, les beaux jours sont revenus. Et avec eux vient pour beaucoup de jardiniers le temps des récoltes. Ces récoltes sont parfois tellement abondantes qu'elles suffisent à satisfaire l'un de vos besoins. Et ça, c'est un sentiment réellement jouissif, celui de se dire que l'on a produit assez pour être autonome dans un domaine. Ça marche même si ce domaine est anecdotique, même si par exemple vous êtes seulement autosuffisant en feuilles de menthe pour le thé. Ça, c'est un sentiment aussi qui pousse bon nombre de jardiniers à chercher à s'améliorer, d'année en année, à essayer, à innover. Et de tous les jardiniers que j'ai rencontrés, celui qui incarne le mieux cette démarche d'autonomie, de résilience, c'est sûrement Pierre. Son pseudo, c'est Pierre 1911. Et j'ai la chance de l'accueillir aujourd'hui dans les studios de Binge Audio. Bonjour Pierre. Bonjour. Pour vous situer un peu le personnage, je dirais simplement que quand je l'ai rencontré la première fois, c'était en 2015, il venait de parvenir à chauffer sa maison pendant tout un hiver grâce au compost. Oui, grâce au compost. Il utilisait une technique dont on vous a déjà parlé dans le premier épisode de cette saison de Bon Plan, et cette technique s'appelle la technique Jampin, du nom de son inventeur. On va y revenir, mais d'abord Pierre, est-ce que tu peux te présenter et présenter ta démarche ? Alors bonjour, je m'appelle Pierre, je suis plus connu sous le pseudo Pierre 1911. J'ai 49 ans, j'arrive bientôt à l'âge qui fâche. J'ai 2 enfants, dont je suis très fier, mais que j'embrasse. Alors ma démarche, c'est la résilience énergétique et alimentaire. J'ai monté un projet sur de nombreuses années pour prouver qu'on pouvait tendre vers plus de résilience sur ces 2 points-là. Est-ce que tu peux nous présenter ce premier projet ? Qu'est-ce que tu as fait concrètement à cet endroit pour atteindre cette autonomie qui était ton but ? J'ai vraiment fait la danse du crabe, la marche du crabe, c'est-à-dire que j'ai avancé sur de l'énergétique et l'alimentaire, un coup comme ça, les deux se regardant parce que les deux étant corrélés. Donc j'ai commencé par surtout la partie énergétique qui répondait à une problématique alimentaire. Je voulais me lancer dans l'aquaponie. Et donc, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai cherché quels étaient tous les éléments qui composaient l'aquaponie, et il y avait un problème de chauffage, d'énergie. Et je me suis dit que c'était complètement un non-sens pour moi d'utiliser de l'électricité, donc du nucléaire en France, pour produire de la nourriture. Donc, juste une parenthèse, l'aquaponie, c'est un système fermé où on peut cultiver à la fois des légumes et élever des poissons. Et effectivement, il faut que l'eau soit à une certaine température, notamment, donc on a besoin d'une source d'énergie. Oui, alors on peut faire de l'aquaponie en eau froide, mais de toute façon, il y a des pompes, il y a un certain nombre de choses. Donc un système aquaponique est forcément corrélé à l'énergie. Voilà. En tout cas, l'aquaponie moderne, très productive. Et donc, comme il y avait ce volet énergétique, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution autre, qui était plus propre, plus écologique. Et c'est comme ça que je suis tombé sur les travaux de Jampin. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et c'est le premier truc que j'ai fait en arrivant en fait chez moi. En même temps, j'ai reconstruit un jardin potager, mais qui n'était pas chez moi. J'ai construit un réacteur Jampin. Et j'ai partagé avec un maximum de gens cette aventure sur un blog qui aujourd'hui, je le dis sans fausse modestie, ni en bombant le torse, qui est devenu un peu une référence en fait là-dessus. Et voilà, et j'ai partagé cette expérience, et il y avait beaucoup de gens qui fantasmaient sur le réacteur Jampin. C'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans les milieux permacoles où tout le monde dit qu'ils veulent faire un réacteur Jampin. Très peu en font, parce que c'est compliqué, parce que c'est très technique, parce que ça demande un investissement en temps et en énergie qui est absolument colossal et qui n'est pas rentable. Et je l'ai dit, moi je veux l'expérimenter, je veux le faire, et je l'ai fait. Alors, tu me disais à l'époque, j'ai quasiment tout fait tout seul et à la main. J'ai fait plus de 500 allers-retours à vélo pour remonter le broyat de bois. J'ai rempli plus de 200 sacs de pommes de terre avec ce broyat, à raison de 5 sacs par heure. C'est inhumain, je cesse là l'énumération. Mais donc, concrètement, ça veut dire que tu as dû faire un énorme tas de compost avec notamment du broyat de bois pour que ça monte à une température assez élevée, c'est ça ? Oui, alors le principe, c'est d'utiliser du broyat de bois frais qui est facilement colonisé par des bactéries thermophiles. Et donc, il y a une réaction en chaîne qui se crée au milieu de ce bois frais. Et si on le sature en plus en eau, c'est pour ça que je l'avais mis en fait dans des sacs de pommes de terre pour tenir la structure et puis pouvoir l'immerger et pouvoir le saturer en eau, on augmente le temps et la puissance de ce système-là. Donc, les bactéries s'activent encore plus. Donc, c'est un système qui s'auto-alimente. Plus ça chauffe, plus les bactéries sont là. Et plus les bactéries sont là, plus ça chauffe. Donc j'ai fait un édifice de 20 tonnes. Je l'ai fait complètement avec les moyens que j'avais sur le coup, c'est-à-dire rien, avec un approvisionnement qui me venait de l'extérieur qui était erratique. Donc il a fallu faire avec ce que j'avais. Au départ, je voulais faire un réacteur de 80 tonnes.
Et après, je me suis ravisé, j'ai dit, je vais faire 2 réacteurs de 40 tonnes. Et puis, c'était très compliqué au niveau approvisionnement. Et surtout, déjà, c'était une sinécure, parce que traîner comme ça, manipuler, si je compte bien 4 fois les sacs pour pouvoir les empiler, ça veut dire que j'ai manipulé 80 tonnes à la main, en vélo. Donc voilà, c'était vraiment un gros challenge. Mais je suis très content de l'avoir fait. Parce que j'ai pu prouver que c'était pas forcément un système aussi performant. Il est très très bien, je ne le conteste pas, mais sauf qu'il s'applique et il est pertinent que dans un cas extrêmement précis, que je pourrais détailler éventuellement. Mais il y a plein d'infos sur le blog, j'ai énormément nourri ces choses-là sur le blog, il y a beaucoup de réflexions. Ça fait des petits, j'ai un ami qui s'appelle Jean-Philippe Vallat, qui est aujourd'hui, je le prénomme comme ça, le pape du biogaz en France, qui a sorti un bouquin qui est vraiment une référence, qui a réutilisé ce que j'ai fait pour, en couplant ces réacteurs biogaz avec des jampins, en faisant de la culture aussi avec des jampins. Donc ça a fait des émules, mais tout de suite on se rend compte qu'il y a un problème logistique et que par exemple Jean-Philippe, il s'en cache pas, il n'y a pas de souci avec ça. Il utilise une grosse pelle mécanique, il utilise un gros tractopelle parce que c'est pas gérable à la main. Et juste pour terminer l'explication, en fait, on fait ensuite passer des tuyaux pour faire passer de l'eau dans le tas de compost, et c'est cette eau-là qui va chauffer, qui va ensuite chauffer la maison. Voilà, alors en gros, on fait comme des lasagnes, c'est-à-dire qu'on met une couche de broyat, on met un tuyau, on met une couche de broyat, ainsi de suite. Donc on a un édifice qui est lamellisé avec des strates, et donc on récupère cette eau et moi, j'avais la chance d'avoir un chauffage central, et donc avec des échangeurs à plaques, en fait, on a un circuit qui vient du réacteur, qui échange avec le circuit de la maison. Alors moi, j'ai pas chauffé 1 an avec ça, j'ai chauffé, je crois, 4-5 mois, je suis arrivé à chauffer. J'ai fait des bêtises, parce que j'ai remouillé à un moment où il fallait pas. Enfin voilà, c'est très expérimental. Il faut savoir que ça a été très très peu documenté, que la vie de Jampin a été mise en lumière beaucoup par rapport à ses procédés, mais que même lui, parce que j'ai fait un très très gros travail en fait de recherche et d'archivage, la légende a retenu que son compost est absolument génial. Parce que c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'après qu'on ait fait ce réacteur, on a un compost de qualité assez incroyable. Mais que le réacteur en lui-même est un procédé compliqué, qui ne fonctionne pas nécessairement et qui demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. C'est pas du tout le couteau suisse, c'est pas du tout la réponse à tout système de production énergétique. Même si lui, il arrivait ensuite à produire du gaz et de l'électricité, c'était vraiment... En fait, il se retrouvait avec une abondance de broussailles, parce qu'il vivait dans un coin où, pour lutter contre les incendies, il devait détruire des broussailles, et donc il avait cet amas de broussailles, et donc ça lui permettait de se faire un réacteur, mais c'est vrai que c'est une situation bien précise. Toi, à partir de cette expérience-là, qui a été plus ou moins positive, mais en tout cas intéressante, tu as développé plein d'autres projets, si j'essaie de les lister. Donc tu as notamment un poulailler que tu avais construit toi-même, il y a un élevage de vers de lombric, mais aussi de vers de farine, il y a des fours solaires. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu toutes ces choses que tu as construites et qui t'ont permis de tendre vers une autonomie? En fait, j'ai essayé de faire le catalogue de toutes les solutions qui répondaient à des besoins. Parce que je me concentre vraiment sur le besoin, et pour moi, la question centrale, c'est le besoin. Le moyen vient après. Et donc, à chaque question, à chaque besoin, j'ai essayé de trouver une réponse. Et j'ai toujours eu la posture, en gros, de mener 2 types de projets pour trouver une solution. C'était soit trouver une solution dans le commerce, soit de faire une solution autoconstruite, y compris avec les plants. Et donc c'est pour ça que j'ai construit des poulaillers, parce que j'ai beaucoup de poules pour traiter en masse en fait de la matière organique, parce que je suis très très axé là-dessus. Pour moi, c'est vraiment un cheval de bataille. C'est la matière organique, c'est son exécrable gestion au jour d'aujourd'hui. Quand on pense en fait que tous nos excréments sont renvoyés dans les rivières en espérant qu'ils soient amenés à la mer. Or, en fait, nos excréments, c'est ni plus ni moins le cycle de ce qu'on a mangé et qui devrait retourner à la terre. C'est pas fait pour aller à la mer. Donc moi, c'est mon cheval de bataille, ça, ce côté organique. Et je me suis doté donc de tous les outils vertueux qui pouvaient être plus économiques, écologiques. Donc un four solaire, un poulailler, des outils, en fait, énormément d'outils aussi pour le maraîchage, des cannes à planter, voilà, j'expérimente plein de choses. Alors bon, je l'ai pas dit dans ma présentation, mais j'ai une double formation, entre autres en mécanique. Dans ma vie, j'étais entrepreneur, j'ai fait beaucoup de gestion de projet, et je me sers beaucoup de ce que j'ai eu dans une vie
avant, on va dire, pour mener à bien ces projets. Donc la posture de construire, la posture de créer, c'est quelque chose que j'ai toujours eu et que j'applique dans ce domaine-là. Voilà. Est-ce que tu peux nous détailler certains de ces projets-là dont tu viens de parler, notamment les poulaillers? Est-ce que tu peux me raconter comment tu les as construits, comment ça a mis en place un cercle vertueux? Eh ben, même chose. Je me suis dit, il faut construire un poulailler. Alors j'ai cherché des plans sur Internet, j'ai dessiné des plans. Je me suis dit que je ne voulais pas acheter de matériaux pour le construire. Donc j'ai cherché des sources de bois. Et c'est comme ça que je suis allé voir des entreprises qui avaient des bennes à bois. J'ai récupéré énormément de palettes. J'ai tout démonté, j'ai tout recyclé le bois, j'ai tout reconstruit. Et à chaque fois, j'essaye de documenter un maximum mes actions pour que d'autres s'en inspirent. Et je mets à disposition sur le blog, sur les réseaux sociaux, les plans, tout le process de fabrication et tout le raisonnement aussi. Et ce que les gens disent apprécier dans ce que je mets en ligne, c'est que je n'hésite pas à parler de ce qui ne fonctionne pas. Et souvent, ce qui ne fonctionne pas est plus important que ce qui fonctionne. Les gens ont tendance, quand ils voient quelque chose qui fonctionne, à appliquer ça comme une recette. Or, ce que j'essaye de donner aux gens, avant tout, c'est aussi de l'autonomie de pensée. Et l'autonomie de pensée, c'est d'être capable de modifier, par exemple, un plan parce qu'on a d'autres ressources que celles auxquelles je fais référence pour faire un poulailler. Donc j'ai construit ce poulailler, je l'ai tout documenté. On a eu au départ une dizaine de poules et puis on est monté à presque une cinquantaine de poules. J'ai construit d'autres poulaillers et à chaque fois j'ai amélioré et j'en ai fait qui était plus esthétique. Il y a un poulailler qui fait chavirer les cœurs, qui est un tout petit poulailler pour les plus petites poules au monde, qui est très esthétique, qui a du coup un peu moins de côté fonctionnel. Alors j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que je suis très très attaché au côté fonctionnel. L'esthétisme, on en a besoin pour se faire plaisir, mais ce qui prime d'abord, c'est le fonctionnel. Il faut que ça apporte ce dont on attend pour des besoins. Et il y a une solution que tu as mis en place, c'est l'élevage de vers de farine, qui est à ma connaissance assez rare. Est-ce que tu peux me raconter aussi ce projet-là ? C'est toujours, en fait, quand je veux mener à bien un projet, entre autres, par exemple, l'aquaponie, entre autres les poules, je regarde ce qui est nécessaire pour mettre en place ce qu'on appelle, dans le jargon agricole, on appelle un atelier. Donc, les poules, eh bien, ça suppose pour beaucoup d'avoir des intrants. C'est-à-dire qu'on est obligé d'acheter du blé, on est obligé d'acheter des choses. Or, d'abord, une poule n'est pas végane. Donc, le fait de lui faire manger du grain, c'est absolument pas sa posture naturelle. Donc moi, j'ai déjà essayé d'observer ce qu'une poule était censée manger. Elle mangeait énormément d'insectes et ça me semblait complètement aller à contresens que d'aller chercher acheter du grain. Alors, n'ayant pas la capacité, la surface et la technicité pour pouvoir produire moi-même mon grain, j'ai regardé quel était le vrai besoin de la poule et il y avait les insectes. Donc c'est pour ça, j'étais déjà dans cette logique quand je vivais en hypercentre de traiter mes déchets avec des insectes. Et ben j'ai simplement ouvert le spectre. Donc je me suis mis à avoir encore beaucoup plus de lombricomposteurs, lesquels lombricomposteurs m'ont permis de traiter des déchets qui venaient de l'extérieur en bien plus grosse quantité, qui me produisaient du verre, qui me produisaient du terreau, lesquels vers je pouvais en donner en partie aux poules. Et je me suis dit, il faut ouvrir parce qu'une poule, elle ne mange pas que des vers, pas que des zézénias. Donc j'ai ouvert à d'autres choses. Et c'est pour ça que je suis allé chercher en fait les vers de farine. Et pour moi, les insectes, aujourd'hui, sur l'aspect fonctionnel, ils sont les grands oubliés. Je suis très content de voir qu'il y a des entreprises qui se positionnent là-dessus pour la production d'insectes parce que pour moi, c'est complètement nécessaire dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui que les insectes aient leur part. Et là, il y a quelques semaines de cela, j'ai vu qu'en Chine, il y avait des usines de traitement avec des blattes et des cafards qui étaient sortis. Et ça fait une dizaine d'années auxquelles moi je réfléchis ça. J'ai cette posture de me dire que la nature, quand on regarde l'inventaire de la nature, mis à part l'homme dont je doute parfois de sa position, tout est bon. Même quand des gens disent, par exemple, j'ai horreur des cafards, mais ils ont leur fonctionnalité. Quand je regarde en fait aujourd'hui, il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Hervé Covès, qui est un moine franciscain, qui est une bible pour tout ce qui est de vie des sols, tout ça, biologie. Et il dit, mais même le râteau-pied, il a son intérêt. Parce qu'il aère le sol, parce que voilà. Et donc nous, on a cette posture très très supérieure de se dire, tiens, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Mais non.
tout est bon. Simplement, c'est une quantité. C'est sûr qu'en fait, que si on est envahi par les rats aux pieds, c'est pas fun. Voilà, ça va un peu gréver le résultat. Et voilà. Et les insectes, c'est ça. On trouve ça souvent peu ragoûtant. Et l'un des insectes les plus propres, qui commence à se trouver un petit peu dans l'alimentation de tout à chacun, c'est le ver de farine. Et c'est des élevages qui sont assez simples à réaliser et qui plus est me permettaient de traiter du pain. Donc des déchets, donc du coup j'allais dans les boulangeries, je récupérais du pain, je faisais sécher et ça permettait d'élever des vers de farine. Et les poules étaient très contentes. Et mon objectif, je le cache pas, c'était aussi de m'en nourrir, c'est-à-dire de manger des vers de farine, ça se mange. Aujourd'hui c'est très tendance, on en trouve dans des grands magasins que je ne citerai pas, qui sont plutôt high level d'alimentation. On trouve des petits paquets de vers de farine séchés. Ça fait d'offrir ça en fait à ses invités pour un apéritif, ça fait très branché. Voilà. Bon, moi j'attendais d'avoir cette génération. Bon, j'ai perdu mon élevage parce que j'ai fait des bêtises. Parce que ça demande beaucoup de temps, parce qu'il y a aussi quelque chose sur lequel je voudrais insister, c'est que c'est quand on fait une expérience à une toute petite échelle, le fait de multiplier, de le factoriser, par exemple par 10, c'est pas forcément en fait une réussite. Et entre autres sur les vers de farine, j'ai découvert un truc, c'est qu'on pouvait faire un petit élevage, ça posait pas de souci. Et quand j'en ai acheté plusieurs kilos pour pouvoir me lancer dans un élevage intensif, je ne raconte pas de bêtises, je ne chauffais plus ma pièce. Ça produit tellement de chaleur en se frottant les uns contre les autres que du coup, voilà, ça fait monter en température. Et ça, sur mes petits casiers que j'avais, où je sortais, j'en sais rien, peut-être 50 grammes par jour de vers de farine, et là, je voulais en sortir peut-être 3-4 kilos par jour, et ça n'a plus du tout fonctionné. Voilà, je me suis retrouvé avec une condensation de fou. Et voilà, et c'est aussi ce que je veux faire, c'est tester pour les autres et vraiment de leur dire attention. Si vous voulez faire ça, si par exemple vous voulez massifier tel truc, vous allez vous retrouver avec tel problème. Voilà. C'est vraiment ce côté pionnier, j'assume complètement. Hein. Je le fais avec grand plaisir, je teste. Je me casse régulièrement les dents. Hein. Je ne sais pas dans quelle proportion je pourrais dire, mais je dirais proportionnellement, il y a beaucoup plus de choses qui ne fonctionnent pas que de choses qui fonctionnent. Mais je mets en avant les deux. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait cet élevage de vers de farine. Et pour boucler la boucle, cette matière organique, tu traites après, ça a un intérêt énorme au potager. Notamment, tu disais que le réacteur Jampin, ça t'a donné un compost d'une excellente qualité. Il y a des vidéos sur ta chaîne YouTube où on voit en fait comment tu as utilisé le compost du réacteur Jampin pour produire des fraisiers que tu n'as même pas arrosés. Il y a des fraises, mais en quantité hallucinante. Pour toi, tous ces éléments-là, leur aboutissement, enfin une partie de l'aboutissement, c'est d'arriver à une production au potager qui est importante? Alors, pour moi, la production potagère, elle est un accident. C'est-à-dire que, pour moi, ce qui est important, c'est de nourrir le sol. Le placement, il faut le mettre dans la terre. Donc, il faut ramener le maximum de choses dans la terre. Il faut absolument soigner la terre. Si on ne le fait pas, ça sera la fin de l'humanité et certainement d'autres choses. On a déjà bien entamé la tranche de la biodiversité. Et donc mon objectif, c'est vraiment de nourrir cette terre. Et quand on nourrit la terre, la terre vous le rend, parce que vous plantez une graine, elle produit. Et si vous avez amené tout ce qu'il faut dans cette terre, vous avez des résultats absolument fantastiques. Et j'avais des fraises au mois de novembre. Et c'était pas sous serre, j'avais des fraises au mois de novembre. Et la plus belle récompense, c'est mon fils qui courait dans le jardin pour aller choper des fraises, des framboises, et qu'il arrivait à la crèche avec le panel de toutes les couleurs qu'il pouvait y avoir sur son visage et sur ses vêtements. Et je m'en foutais qu'il arrivait à la crèche tout crasse-pouille. C'était au contraire, c'était un signe de bonheur intense. Et voilà. Et tout ça, c'est parce qu'on a nourri la terre. Et toi, tu peux raconter quelle surface de potager tu as cultivé, quelle récolte tu arrives à avoir? Est-ce que c'était aussi un objectif d'autonomie alimentaire? Alors oui, bien sûr, c'est vraiment dans le but d'être le moins dépendant de l'extérieur. Et j'insiste beaucoup sur un combo qui est, j'appelle ça l'autonomie perméable. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout en train de se bunkériser, on n'est pas du tout en train de mettre des barbelés, des miradors partout en disant c'est chez nous et puis c'est pas ailleurs. Au contraire, je veux qu'il y ait
il y ait vraiment de la respiration avec le monde extérieur, à tout point de vue, visuel, sur les échanges et tout ça. Donc je faisais 1000 salades par an. Je mange pas 1000 salades par an. Enfin, je vous garantis que derrière le micro, c'est pas une limace qui vous parle. Donc voilà, j'ai 2 pieds, 2 mains. Pareil, j'avais 40 poules en moyenne. C'était pas parce que je ramasse plus d'une douzaine d'œufs par jour. On était 4 à la maison, jusqu'à peu. Je consomme pas une douzaine d'œufs par jour. Donc j'appelais ça les œufs sociaux et les salades sociales parce que ça permet d'échanger, de donner aux autres, à l'extérieur, aux personnes qui me donnaient de la matière organique, aux personnes qui me donnaient du pain, aux personnes qui me donnaient des déchets, qui me rendaient service. Voilà. Est-ce que tu peux raconter quelle taille faisait ton potager ? Alors mon potager, il était sur un terrain de 800 mètres carrés et sur 800 mètres carrés, j'avais à peu près 200 mètres carrés de culture. Voilà. Alors ça peut paraître peu, j'aurais pas pu augmenter. Quand on organise vraiment bien, si l'infrastructure s'y prête, si la typologie du terrain s'y prête, en gros on compte la moitié. Si on a 800 mètres carrés, on peut faire 400 mètres carrés de culture. Mais excusez-moi d'en parler comme ça, mais je crachais du légume à fond. Je fais près de 500 bocaux par an. Alors on n'achète quasiment aucun légume. Je dis qu'on est autonome sur les légumes à 95%. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses, je suis fâché avec. Je ne sais pas faire pousser une carotte. Je suis désolé. J'ai dû être un très très mauvais lapin dans une vie antérieure. J'ai le même problème avec les radis. Je pense qu'on a tous un légume qu'on n'arrive pas à cultiver. Voilà. D'où l'idée de mutualiser aussi, parce qu'il y en a qui savent très bien faire. Je sais assez bien faire les tomates. Je suis droit du persil et du basilic. J'en ramasse. C'est pas du tout une vue d'esprit. Je ramasse ça à la brouette. Bref. Et donc j'avais 200 mètres carrés, ce qui suffisait de culture, ce qui suffisait très largement à une grosse partie de nos besoins en termes de maraîchage. Et puis, je commençais à avoir des fruitiers. Bon, c'était très tôt, ça met du temps. Et ça aussi, par exemple, ça, c'est typiquement une erreur que j'ai faite et que je le dis très clairement, et que beaucoup de gens font, c'est que quand ils se lancent dans un potager, quand ils se disent qu'ils veulent aller vers l'autonomie alimentaire, la première chose qu'ils font, et qui ne serait pas dans l'absolu une mauvaise chose, c'est qu'ils courent acheter des graines. Or, c'est pas ce qu'il faut faire. La première chose qu'il faudrait faire, quand on veut tendre vers l'autonomie alimentaire, c'est acheter des fruitiers, parce que ça met longtemps, parce que c'est mieux de partir avec un sillon, d'apprendre à greffer, tout ça. Bon, si on ne sait pas faire, c'est pas grave, on achète des tout petits fruitiers, on en met plein, on se fait une pépinière, et puis ensuite, dans un deuxième temps, la chose sur laquelle il faut être très au clair, c'est que quand on jardine comme ça, quand on se lance dans l'autonomie alimentaire, il y a un gros carrefour qui est la cuisine. Et il faut être dans cette posture de se dire que un jour, on va peut-être ramasser 25 kilos de tomates. Et ce jour-là, il faut avoir les casseroles en conséquence, il faut avoir le système de stockage en conséquence. Et c'est le premier point. Et au lieu d'acheter des graines, moi, j'invite plutôt les gens déjà à se mettre à la cuisine. Et ce qui est formidable, c'est que du coup, pour les urbains, c'est déjà leur mettre quelque part un pied dans cette idée qu'un jour, ils pourraient produire une partie de leur nourriture. Parce que c'est applicable même pour des urbains. De se dire aujourd'hui, vous n'achetez que des produits bruts, vous faites des challenges à acheter d'un coup, 25 kilos de tomates parce que c'est la saison et vous dire, je me fais tous mes coulis de tomates. C'est le premier conseil que je donnerais en fait aux gens qui veulent se lancer là-dedans. La cuisine, c'est vraiment ce qui va faire que ça va arriver du potager à l'assiette. C'est l'interface entre ça. Tu parlais par exemple des bocaux, c'est vrai que c'est un moyen de stocker les légumes sans énergie, donc on peut être sûr en fait qu'on va conserver pendant toute la saison typiquement des tomates fraîches, elles ne restent pas longtemps, donc si on fait des bocaux, on va pouvoir les garder pendant toute une année, toute une saison. Alors je te reprends sur un truc, parce que sans énergie, c'est pas tout à fait vrai, parce que tu as l'énergie quand même nécessaire pour la cuisson, pour la stérilisation. Ouais. Sauf mon ami Jean-Philippe Vallat, que je salue bien bas, qui lui s'est fabriqué un concentrateur solaire de 7 mètres de diamètre en utilisant carrément un poteau de téléphérique pour pouvoir le tenir. Donc il n'arrête pas de dire que je suis plus fou que lui, mais non, je tiens à dire qu'il est plus fou que moi. C'est pareil, ça fait partie des choses que j'aimerais construire, parce que je voudrais être libre libre à ce sujet-là. Je voudrais pouvoir stériliser mes bocaux avec le soleil. Donc c'est vrai que c'est un moyen de conservation, un des moins énergivores, mais il demande quelque chose. Pareil, il y a un truc que je ne sais pas faire. Moi, ça m'énerve, tous ces joints que je suis obligé d'acheter pour les bocaux, que j'ai du mal à recycler. Et dans une vie, dans ma 3e vie, si j'y arrive, j'aimerais bien pouvoir refondre mes joints qui sont du caoutchouc pur et puis de nouveau en fait les refaire. Je suis vraiment dans cette idée de dire,
ce qu'on achète, il faut absolument le conserver et le conserver le plus longtemps, essayer de le recycler, retrouver des applications. Et puis, si quelqu'un qui écoute ce podcast sait de quoi faire des joints de bocaux utilisés, je suis preneur. Merci de nous faire passer l'information. N'hésitez pas à nous écrire, on transmettra l'information. Est-ce que tu peux dresser un bilan de cette expérimentation ? Notamment, il y a une question qu'on n'a pas encore abordée, c'est la question financière. Comment on fait si on choisit cette vie-là, qu'on n'a pas forcément de source de revenus ? Voilà. Est-ce que tu peux nous faire un bilan de cette expérience ? Alors, le bilan de l'expérience, il est extrêmement positif et un des points qu'on n'a pas du tout abordé, c'est sur le plan humain, parce que ça m'a permis de pousser des portes et d'ouvrir des cœurs, je vous le dis avec beaucoup d'émotion, incroyable. C'est une expérience extrêmement positive, même si pour moi, il y a eu une parenthèse là qui était très très difficile, avec une séparation très très compliquée, à cause de ça. Sur le plan humain, toutes ces expériences, elles sont absolument formidables et nécessaires. Voilà. Sur le plan financier, alors c'est une question qui m'est très souvent posée. Je ne saurais pas dire exactement. C'est vrai que ça suppose de mobiliser des moyens. Mais aujourd'hui, j'achète des casseroles d'occasion d'une marque qui sont des casseroles qui sont hors de prix. Mais c'est des casseroles qu'on a à vie. C'est des casseroles qui ont un système qui permet en fait de jouer sur l'énergie. Donc en gros, quand vous chauffez avec cette casserole, vous utilisez 25% d'une énergie de ce que vous devriez utiliser. Mais d'accord, c'est beaucoup d'argent. Mais quand vous regardez en fait que cette même casserole, c'est 60 €, vous allez quasiment économiser ça en énergie sur 1 ou 2 ans, que vous allez garder ça toute votre vie, la question ne se pose pas. Mais est-ce que tu dirais, à partir de ton expérience, qu'on peut vivre avec pas de revenus ou presque, mais en mettant en place toutes ces solutions d'autonomie ? C'est évident. Voilà, c'est évident et je comprends pas aujourd'hui la société dans laquelle nous sommes, où finalement on est là, on va gagner de l'argent parce que l'argent c'est une interface et c'est une sécurité, enfin c'est une pseudo-sécurité pour aller chercher de l'alimentaire et tout ça, alors que c'est accessible. L'expérience que je voulais mener, c'était de prouver que un couple avec des revenus moyens français, qui a 2 enfants, si un des deux qui travaillait donc à temps complet, si un des deux prenait un jour par semaine, donc prenait un 20%, passait en fait à 80%, la perte financière qui était faite sur le salaire, si on le ramenait sur les deux, donc 10% finalement de la capacité financière du ménage, était largement compensée par ce que cette personne était en capacité de produire sur un petit potager. On a des techniques, j'en ai pas parlé, mais de permaculture. Alors, même s'il y a eu à boire et à manger sur les résultats, qui ont été très mis en avant et qui ont été très médiatisés, on a quand même des capacités de production qui sont juste dingues, quoi, et qui permettent de produire des légumes d'extrême qualité. Enfin, quand vous allez cueillir une salade, que cette salade, moins de 2 minutes après, vous la baignez dans de l'eau de votre évier et que 5 minutes plus tard, elle est dans votre assiette, ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a absolument rien à voir. Et donc, il n'y a pas qu'un aspect financier. Je vois, du coup, on mange beaucoup moins quantitativement parce qu'il y a une telle qualité. Les œufs, les gens, quand je donne des œufs aux gens, ils me disent « Je comprends pas, j'arrive pas à percer le jaune. » Ouais, c'est normal. Le jaune, il a une vraie pellicule, il est là parce que c'est une poule qui est censée, en fait, qui est au plus proche de la nature et qui fait un œuf, qui est un œuf dont le but est normalement de donner lieu à vie, en fait, à un poussin. Donc, il s'arme ce truc-là. Alors, long débat s'il faut manger des œufs ou pas, hein. Là, on va pas rentrer dans on va pas rentrer là-dedans, effectivement. En tout cas, toutes ces réussites, ça vous a donné une certaine notoriété dans le milieu des gens qui essayent d'inventer de nouvelles façons de vivre dans un monde qu'on sait menacé, notamment par le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité. On va écouter ce que disait l'un d'eux, un certain Pablo Servigne, après avoir visité votre lieu, donc c'était en mars 2018. Ouais, bonjour à toutes et à tous. C'est une petite vidéo pour dire que j'étais passé au lieu de vie et d'autonomie de Pierre 1911. Vous pouvez trouver tous les détails sur pierre1911.fr. Voilà, j'avoue que c'est assez impressionnant. C'est comme sur le site, très riche au niveau bricolage, serres de maraîchage, élevage d'insectes, de poules, méthode Jampin, etc. Voilà, j'étais vraiment impressionné. Et moi qui suis plutôt dans la théorie, dans les bouquins, depuis des années, j'essaye de me mettre à la pratique et à vrai dire, j'en suis encore loin. Sur le chemin, mais encore loin. Et voilà, pour dire mon admiration et aussi que on a besoin de gens comme ça, de personnes qui inventent avec leurs mains, qui sont aussi guidées par une mentalité, une lucidité, une pensée radicale et pour Pierre aussi un bon cœur
voilà, c'est tout ça qui fait que c'est un projet assez fantastique. Pour moi, il devrait y en avoir plein. J'espère qu'il y en a beaucoup et qu'on va pouvoir faire un réseau avec tous ces géotrouve-tout de demain qui sont à la fois dans le low-tech, dans la pensée d'un effondrement, d'une renaissance, qui sont vraiment alertes, qui innovent surtout. Voilà, donc c'était le témoignage de Pablo Servigne. Donc c'est un chercheur indépendant qui a écrit un livre vraiment phénomène qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer. Ce livre a contribué à faire émerger aux yeux du grand public des thèses qui étaient jusque-là assez confidentielles. C'est des thèses autour de l'effondrement possible de notre civilisation et de l'impérieuse nécessité à essayer de vivre différemment. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre cette reconnaissance de la part de Pablo Servigne ? Eh ben, ça me touche beaucoup. D'ailleurs, j'embrasse Pablo. C'est quelqu'un qui, comme d'autres, il y a Pablo, il y a Vincent Mignot, il y a Arthur Keller, enfin, il y a plein de gens, Philippe Biwix, tout ça. Donc, ça me touche énormément et je le remercie. Après, je pense que vraiment leurs travaux, à tous ces gens-là, ils sont complètement complémentaires aux travaux que je peux mener. Et aujourd'hui, j'étais avec eux la semaine dernière. J'étais avec eux dans le cadre de manifestations qui ont eu lieu à Grenoble. Et voilà, aujourd'hui, il y a une évidence qu'on travaille ensemble. Une évidence. Parce que eux, ils ont énormément documenté tout justement cette problématique d'effondrement possible. Et ce que leur demandent les gens, donc déjà, c'est très très difficile. Parce que la situation est très difficile. On en parlait en off, là. Bon, c'est des choses qui brassent beaucoup, la notion d'effondrement. Et les gens ont besoin, et tout le monde, l'humanité a besoin d'espoir. Alors, tous n'aiment pas ce mot-là, mais bon, bref. En tout cas, on a besoin de perspective, on a besoin d'imaginaire. Et l'imaginaire pour l'imaginaire, il conduit nulle part. Or, la Terre, elle nous ramène à ça. Enfin, on est assis sur des chaises, là, on est en connexion avec la Terre, même si on est dans un petit banc avec de la moquette, on est en connexion avec cette Terre. Et c'est ce vers quoi il faut tendre. Et tous ces gens-là, moi, je suis très content quand ils viennent me voir, quand ils mettent eux-mêmes les mains dans la Terre. Enfin, j'ai des sourires, j'ai des flashs comme ça qui me reviennent. Ces gens qui traitent ces sujets qui sont graves, ils reprennent le sourire parce que ils sont là, les mains dans la terre, ils arrachent des légumes chez moi, puis on s'assoit autour d'une table et on partage ce qu'on vient de cueillir. Donc c'est super et je les remercie. Et vous avez des projets concrets avec eux ? Alors oui, on est en train de travailler en fait ensemble. Bon, c'est encore au stade embryonnaire. On discute avec certains politiques, je commence à discuter aussi avec certains grands groupes. Et puis ils suivent avec beaucoup d'attention ce qui est en train de se mettre en place un peu aux quatre coins de la France et qui fait aussi des petits. Alors je tiens à préciser que je peux pas aider tout le monde, et j'en ai ni la capacité ni la volonté, et que à travers ces projets que je vais essayer de décrire au maximum et de documenter au maximum, je sais pas si une équipe, parce que ça c'était en projet, mais malheureusement ça n'a pas pu se réaliser avec l'équipe qui avait été recensée pour ça. J'espère que ça sera filmé pour voir. Et l'idée, c'est que j'ai vraiment sélectionné des projets qui n'avaient rien à voir. Ouais, concrètement, tu as fait un appel sur les réseaux sociaux. Tu as dit, moi, j'ai porté un projet pendant des années. Je vois comment on peut essayer de monter un projet d'autonomie. Contactez-moi si vous-même vous avez un projet. Je peux vous donner des conseils, je peux vous coacher. Donc, c'est ça que tu es en train de faire aujourd'hui. Alors, oui, sauf que ça s'est pas exactement passé comme ça au départ. C'est que j'avais énormément de questions. Énormément de questions. Et jusqu'au jour où il y a des gens qui m'ont dit, et ça a été valorisant et ça a été source d'angoisse pour moi. Écoute Pierre, on va faire ce que tu as fait. Mais on ne sait pas par où commencer. Et comme il commençait à discuter des choses qui pour moi étaient plus de l'ordre, pas du détail, mais un peu à l'étage au-dessus, alors que le principal sur ces trucs-là, c'est qu'il faut faire une super gestion de projet. Il faut faire du design, ce qu'on appelle en permaculture, il faut faire du design, mais il faut faire du design transversal. Il faut regarder la chose de manière holistique. Et c'est ça, j'ai essayé de le dire un peu à travers ce podcast. Quand je dis que c'est l'aquaponie qui m'a amené à faire du réacteur Jampin, c'est l'aquaponie qui est plutôt en fait une technique de production plutôt high-tech que low-tech. Que finalement, cette production alimentaire high-tech a amené dans mon giron des solutions plus low-tech, plus respectueuses et tout ça.
Ça, c'est une démarche. Et je me rends compte que par posture naturelle, mais surtout par rapport à notre système de pensée et notre éducation, on ne prend pas les choses dans le bon ordre. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans le cheminement de la cuisine avant le jardin. Et qu'il faut absolument gérer correctement son projet d'autonomie. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est très peu documenté. C'est pas une posture naturelle. Voilà. Et c'est ce que j'essaye de transmettre et c'est ce que j'essaye de creuser en fait dans ces projets-là. Et c'est quoi le profil des gens qui te contactent ? C'est tout type de personnes. Le projet à Metz, là, à côté de Metz, ça va être 4 générations qui vont vivre ensemble. Donc ça va de la grand-mère à la mère, à ses enfants et à la petite fille. On a toutes les classes sociales, on a tous différents lieux de vie. Là, cette famille sur Metz, elle vient d'acheter une ferme de 5 hectares avec énormément de bâtiments. Ce qui, au regard, du coup, a ramené à l'individu est très très faible. Voilà, ça fait peut-être un gros investissement, ça peut sembler énorme comme investissement au départ, mais si on regarde le nombre d'individus, c'est sans commune mesure. Aucun appartement presque en ville, qui ont peu de pression immobilière, on peut s'acheter ça. Et puis ça va à la personne seule, quasiment autant d'hommes et de femmes. J'ai vraiment essayé de faire un panel, mais ça s'est présenté tout seul à moi. Il y a des gens qui vivent déjà dans des yourtes, qui vont racheter une maison en dur et conserver la yourte pour accueillir du monde. Il y a vraiment tout type de typologie de personnes. Mais ils ont tous l'objectif d'être autonomes. Ils ont tous l'objectif de tendre vers l'autonomie. C'est pas d'être autonome, voilà. Ou d'être autonome sur des échelles autre que la leur. Mais c'est sûr que le projet, par exemple, où on a 5 hectares, on réfléchit vraiment à produire des céréales pour qu'ils soient, qu'ils aient encore plus. On est en train de voir pour faire un immense verger, de greffer, de faire des stages de greffe, mais d'acheter des arbres par milliers pour sélectionner les meilleurs, pour en donner éventuellement et en revendre un peu à l'extérieur. On est sur... Ce qui n'a rien à voir avec un autre projet qui, pour moi, est aussi important, d'une amie à moi qui vit dans un petit appartement en banlieue de Lyon, qui fait tout en vélo et qui reprend mon activité de traitement de déchets et qui, dans son garage, va traiter, d'après mes calculs, plus de 10 tonnes de matière organique. Par an. Voilà. À elle toute seule, en vélo, avec une grosse partie des insectes que j'avais, qu'on va déménager chez elle, et au lieu de garer une voiture dans son garage, elle va garer du déchet, ça va pas sentir et tout, et surtout derrière elle va avoir de l'or noir qu'elle va pouvoir aller distribuer dans les jardins potagers, partager aux alentours, en espérant, elle est sur une liste d'attente, en espérant qu'elle ait une place, et en attendant, elle pourra échanger ça avec. Donc c'est vraiment cette notion d'autonomie perméable. Si on regarde là, c'est pas à l'échelle de cette personne, c'est cette personne qui va butiner dans une autre sphère et avec des échanges, et où avec un petit nombre de sphères, on arrive déjà à avoir une très grosse couverture alimentaire. C'est quelque chose qu'on entend bien dans ton discours, mais la quête de l'autonomie tout seul, c'est une quête qui est complètement vaine, et au contraire, plus tu cherches à être résilient, si on choisit un autre mot, plus tu vas te tourner vers les autres en fait. Oui, et puis même dans les milieux les plus extrémistes, sans forcément couleur politique, qui ont poussé justement cette notion d'autarcie le plus loin, je lis des changements de posture, je lis des ouvertures, parce que mais tous les gens qui traitent de l'effondrement en parlent bien mieux que moi. Vincent Vignereau justement a fait une présentation la semaine dernière là-dessus. Il y a des volets qu'on ne sait pas traiter ou qu'on sait moins bien traiter à l'échelle d'une famille, qui sont les volets de la sécurité, les volets, par exemple aussi en fait de la santé. Donc c'est des choses qui sont compliquées à traiter sur de l'ultra local et qui ont plus leur rôle, leur place, je dirais, sur des échelles macro et pas sur des échelles micro. Merci beaucoup pour ce témoignage. Avant de terminer, je vais te proposer de nous citer soit un ouvrage, soit une bande dessinée, soit un album de musique, enfin une œuvre en fait qui te parle et qui et pour toi incarne en fait les valeurs dont tu as parlé aujourd'hui. Alors, il y a plein de choses qui ont été créées par l'homme qui sont absolument géniales.
Je serais tenté de dire que il y a l'œuvre de Jean Giono, dont j'ai oublié L'homme qui plantait des arbres. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est un ouvrage absolument fantastique. Mais quelque chose qui serait encore plus contemporain, même si Jean Giono c'était contemporain, c'est pour moi Captain Fantastic. Ce film-là, pour moi, il est bouleversant. Parce qu'il montre, il montre un arbitrage, il montre aussi qu'on peut avoir des valeurs, que c'est pas forcément en fait compliqué, que la société. Tu peux résumer juste l'histoire. Le pitch du film, c'est que en gros, c'est un couple qui a décidé de vivre, mais vraiment complètement coupé de la société. Ils vivent en famille, ils ont 5 enfants, et l'épouse est malade. Voilà, et c'est le père qui... Donc le film commence, on voit le père qui vit au milieu de la nature, ils sont autosuffisants sur quasiment tout, et qui vivent au milieu de la nature, et il entraîne ses enfants. Et l'épouse se suicide, elle est malade, elle se suicide en fait dans une clinique, elle n'est pas là sur le film, et on voit le parcours de ce père qui pour aller aux obsèques en fait de son épouse, amène sa famille, et on voit la confrontation avec la belle famille, et où c'est très 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 compliqué, et où les enfants, dès qu'ils sont en contact avec cette société, d'un seul coup ça les tente. Ils rentrent par exemple dans un restaurant, ils veulent tester du soda, ils veulent tester ça, et on voit que c'est compliqué, parce que tout ça est autour de notre société, et d'un autre côté, on voit qu'ils ont des valeurs extraordinaires, entre autres du vivre ensemble. Voilà, c'est quelque chose dont on a assez peu parlé dans le podcast, mais il y a un fil conducteur, c'est celui en fait du vivre ensemble, de se respecter, d'éviter de juger. Mais je voudrais pas me lancer dans un discours creux. Et pour moi, vraiment, Captain Fantastic, c'est Parce que ça touche à des questions que tu t'es posées toi, j'imagine, ce film, comment on évolue soi-même et sa famille en essayant de prendre des décisions, des choix de vie qui vont parfois à l'encontre des valeurs qui sont inculquées par la société. Oui, et puis qu'est-ce qu'on inculque à nos enfants ? Parce que quelque part, c'est la question qui est soulevée, c'est est-ce que cet homme est légitime d'avoir soustrait les enfants d'une société mainstream au profit d'une vie dans la nature. Et on voit que c'est très compliqué, mais même pour lui, c'est compliqué pour lui, parce qu'il ne sait pas toujours si ses actes en fait sont légitimes. Dès qu'il vient voir sa sœur, dès qu'il vient voir sa belle famille, il est confronté en fait constamment à ça. Les gens lui renvoient qu'il ne fait pas les choses comme les autres, lui-même s'en rend compte, mais il sait pourquoi il le fait à la base. Voilà. Mais c'est un film qui porte vraiment de très 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 belles valeurs. Et c'est marrant parce que c'est pas moi qui ai décidé d'aller voir ce film. Bien sûr que je suis libre de mes pensées et de mes actes, mais c'est quelqu'un qui m'a dit « Mais Pierre, c'est toi ce film. » Voilà. Et c'est vrai que c'est un film que j'adore regarder, qui est vraiment absolument génial. Et tu disais que cet homme-là, c'est pas s'il est légitime dans ses actes. Est-ce que toi, tu répondrais qu'il l'est ou non ? C'est pas à moi d'en juger, c'est lui d'en juger, Voilà, je veux dire. Et puis c'est vraiment... C'est vraiment le lien avec ses enfants. C'est ses enfants, une partie de ses enfants lui disent qu'il l'est, et il y en a un de ses enfants qui dit qu'il ne l'est pas. Et on voit en fait que cet enfant avec qui il a des difficultés parce qu'il gère très mal le décès de sa mère. On voit que cet enfant, il fait des allers-retours et qu'à la fin, il finit par dire à son père que non, il a raison. Après, c'est dur, hein. Je veux dire, on n'est pas dans le monde des bisounours, et quand on tend vers ces systèmes d'autonomie, comme tu le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on s'arrache la peau du dos quand on transporte des choses, quand on met les mains dans de l'eau gelée, quand on fait des trucs, quand il faut vider le seau de toilette sèche. C'est pas toujours qu'une partie de plaisir. C'est difficile, voilà. Ce qui est difficile aussi, c'est la marginalisation. Alors là, je pourrais largement vous en débattre parce que j'ai bien essuyé les plâtres à ce sujet-là. On développera pas. Mais bon, il y a quand même beaucoup de gens qui jugent en fait ce que vous faites sur des critères qui sont à mon avis, mais des critères qui devraient être au plus bas et qui ne voient pas les critères qui devraient être au plus haut, en tout cas qui ne les valorisent pas comme étant nécessaires. Oui, tes choix de vie t'ont ouvert beaucoup de portes, et ça t'a aussi coupé d'une partie de tes proches, malheureusement. Tout à fait.
Merci beaucoup pour ton témoignage aujourd'hui, Pierre. Merci à Solène qui a réalisé cette émission. Merci Solène. Merci aux équipes de Binge Audio et Dupian qui produisent cette émission. Merci beaucoup à vous de l'avoir écouté. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous. N'hésitez pas à mettre une bonne note sur votre application de podcast. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours et d'ici là, cultivez bien. Binge.